s'exprime sur l'avenir de son pays. Un entretien exclusif mené par Nfante Minte pour TV5 Monde. Et dans votre journal, on vous parlera aussi des vols à bas prix. Peut-on voyager pour 3 fois rien sur le continent africain? Réponse avec Christophe Lebec de Jeune Afrique. Et pour commencer, place à l'actualité. Jean-Pierre Bemba sort de son silence. L'ex-chef de guerre acquitté par la CPI a tenu une conférence de presse. Il devrait rentrer à Kinshasa la semaine prochaine, après 11 ans d'absence. Au Niger, la prison avec sursis pour 4 figures emblématiques de la manifestation interdite contre la loi de finances 2018. Ces membres de la société civile étaient descendus dans la rue pour dénoncer des mesures qu'ils jugent antisociales. Un des plus grands bidonvilles africains amputé d'une partie de son territoire pour y construire une route de plus de 4 km. L'histoire se passe au Kenya, à Nairobi. Colère des habitants. Les premières maisons ont déjà été détruites. Bienvenue dans votre journal sur TV5 Monde. Jean-Pierre Bemba revient donc sur le devant de la scène après son acquittement. L'ex-vice-président congolais, détenu pendant 10 ans, a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Bruxelles. Le point avec Pascal Bustamante, Simon Rodier et Clémence Dehonte. L'effervescence des médias dans une chambre d'un hôtel bruxellois pour l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, très attendu. C'est un homme nouveau, plus un détenu. Ça change un homme, ça vous permet de réfléchir d'abord sur vous-même, ça permet également de pouvoir réfléchir sur les causes que vous militez et que vous servez. Évidemment que Jean-Pierre Bemba, je ne suis pas le même homme que j'étais il y a 10 ans. D'abord j'ai 10 ans de plus, 10 ans peut-être d'une autre expérience également, une autre réflexion également que je me suis fait. Avec un passeport diplomatique, il va pouvoir rentrer à Kinshasa dès le 1er août, comme l'a annoncé un communiqué de son parti, le MLC, dès lundi soir. Et ce, pour être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi d'abord je veux être candidat? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu de cette contradiction. Nous avons un pays qui est très très riche, et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Pour lui, la victoire aux élections de décembre doit passer par une opposition unique. Si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. Et il promet même un vrai programme, écrit depuis sa détention à La Haye. C'était les premiers mots de Jean-Pierre Bemba depuis son acquittement surprise à la CPI en juin. Innocenté des supposées exactions commises par sa milice en Centrafrique. Bemba reste toujours sous le coup d'une accusation pour subornation de témoins, mais tout cela n'est plus son souci. Puisque j'ai été blanchi, la vérité a fini par triompher. Il lorgne désormais vers la présidence du pays, une situation très improbable, il y a seulement un mois. Après Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, lui aussi, fait partie des candidats potentiels à l'élection présidentielle de décembre prochain. Il pourrait rentrer d'ici le 8 août, d'après son entourage. Moïse Katumbi est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires. À Paris, son avocat, Éric Dupond-Moretti, s'est exprimé devant la presse. Pour lui, tout est politique. Toutes ces choses ont été inventées, fomentées de toutes pièces. Quand on jette un œil attentif et circonspect sur la procédure de l'appartement, c'est tellement ridicule. L'État ne pensait pas qu'il y aurait un autre œil que le sien sur ces affaires. On a fait fort dans l'utilisation des moyens quand même, hein. Et depuis le début, c'est comme ça, c'est une succession d'obstacles. On a mis les moyens, on a effectivement agressé un juge, on en a menacé un autre. Bon, vous avez compris que le pouvoir n'a pas envie de voir Moïse Katumbi se déclarer candidat à l'élection présidentielle, je pense que c'est clair. Sera-t-il accueilli à Kinshasa? Qui va l'accueillir à Kinshasa? A-t-on envie qu'il mette un pied à Kinshasa? C'est ça les vraies questions. Donc on peut toujours tout multiplier hein, comme obstacle. Déjà, on a déployé beaucoup de stratagèmes pour ne pas qu'il rentre. Rien n'interdit qu'il rentre là-bas. Rien, strictement rien.
Déclaration recueillie par Rémi Lescaut. Et rendez-vous sur notre site internet tv5monde.com, rubrique Afrique, pour une page spéciale consacrée à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Et on reste en RDC, où le gouvernement vient d'annoncer la fin de l'épidémie du virus Ebola après son déclenchement en mai dernier. Le bilan dans le nord-ouest du pays est lourd. 33 personnes sont décédées et au total, 54 cas ont été répertoriés par les autorités. Au Niger, 4 meneurs de la contestation contre la loi de finances 2018 condamnés aujourd'hui à 3 mois de prison avec sursis. Ali Idrissa, Moussa Tchangui, Nouhou Arzika et Lirwana Abderrahman, tous sont accusés d'avoir organisé une manifestation interdite par les autorités. Je vous propose d'écouter les avocats des leaders de la manifestation au micro de Kader Mazou. En réalité, la manifestation n'a pas été interdite dans les conditions fixées par la loi. Je pense que c'est la quintessence de cette procédure et les points gagnés pour l'état de droit. Je pense que le juge a refusé de servir d'instrument. C'est tout à fait la fierté. Nous allons continuer à porter nos robes avec fierté parce que quelque part, il y a des juges qui disent les droits. Et je pense que ça honore tous les magistrats, ça honore les justiciables qui, une fois, peuvent continuer à avoir confiance à la justice, du moins jusqu'à preuve du contraire. Normalement, c'est un non-lieu qu'il faut, parce qu'ils ont quand même fait 4 mois de prison pour rien à la limite. Et je pense qu'ils sont toujours déterminés à ce que les droits des citoyens soient toujours défendus et que le combat ne fait que commencer. Donc il y aura une nouvelle flambée de lutte sociale pour que les libertés soient davantage reconnues. Après le Sénégal et le Rwanda, Xi Jinping, le président chinois, est arrivé en Afrique du Sud. Accueilli par son homologue Cyril Ramaphosa, les 2 chefs d'État annoncent la signature d'accords. Électricité, agriculture, construction. La Chine va investir plus de 14 milliards de dollars en Afrique du Sud. L'un des plus grands bidonvilles du continent va bientôt être traversé par une route au Kenya, à Nairobi. Les travaux sont censés améliorer la circulation dans cette métropole. Entre résignation et colère, les constructions ont commencé. Explication Karine Barzégar et Aurélien Porcher. Les bulldozers sont arrivés par surprise au petit matin. Désormais, de ce quartier de Kibera, il ne reste plus rien. Rien qu'un immense amas de décombres. Caroline vit ici depuis 20 ans avec son mari et ses enfants. Elle a tout perdu, jusqu'à son poste de télévision, son seul bien de valeur. On nous a dit qu'une route était en cours de construction, mais que notre maison ne serait pas démolie. Tôt ce matin, alors qu'on dormait encore, on ne savait même pas ce qui se passait. Les enfants n'avaient même pas petit déjeuner. On a entendu les camions détruire nos biens et on s'est précipité dehors. Comme Caroline, ils sont des milliers à se retrouver à la rue, sans compensation financière ni projet de réinstallation. Leur seul tort est de vivre sur le tracé d'une nouvelle route. 4 km de voies, un contrat de 17 millions d'euros, destiné à fluidifier le trafic à Nairobi. Les autorités affirment avoir proposé de l'argent et des solutions sans succès. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de venir, ils ont refusé de coopérer. Et ce n'est que maintenant, avec cet avis d'expulsion mis en branle 2 ans après la date prévue, qu'ils se rendent compte que le gouvernement est très sérieux et qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Kibera, c'est l'un des plus grands bidonvilles du continent africain, réputé loger près de 200 000 personnes. Entassés dans des cabanes insalubres, sans électricité ni eau potable, les habitants n'ont aucun droit sur ces terres qu'ils occupent pourtant depuis des décennies. On est né ici. Et pendant tout ce temps, on savait que c'était notre terre. Mais il n'y a pas de titre de propriété à Kibera. Alors le gouvernement arrivera toujours à obtenir ce qu'il veut. Les habitants ont porté l'affaire devant les tribunaux à 2 reprises. Mais ils ont été déboutés par la justice qui qualifie la route de projet d'intérêt général. Nous condamnons cette action. Je pense que 30 000 ménages ou entreprises, écoles, cliniques, centres communautaires et centres de jeunesse ont été rasés. Le tout en l'espace de 5 ou 6 heures. On avait à peine commencé le décompte des gens qui vivent sur ces terres que les bulldozers sont arrivés, sous haute sécurité. L'ONG Amnesty International estime que ces expulsions forcées violent les droits humains des habitants. Elle exige l'arrêt immédiat des démolitions.
Et c'est l'heure du journal Écho. Christophe Lebec, journaliste à Jeune Afrique, nous a rejoint en plateau. Bonjour Christophe. Bonsoir. Alors, le low-cost aérien a du mal à décoller en Afrique subsaharienne. Oui, et la compagnie FastJet est l'illustration de ce décollage difficile. En 2012, Sir Stelios Haji-Ioannou, l'emblématique fondateur d'EasyJet, créait ce groupe avec l'ambition d'en faire le premier transporteur à bas coût du continent. Il estimait que l'Afrique subsaharienne ne tarderait pas à se faire toucher elle aussi par la révolution du modèle aérien low cost basé sur la multiplication des rotations des avions à l'échelle régionale. Initié aux États-Unis dans les années 70, il avait ensuite touché l'Europe puis l'Asie dans les années 90 et 2000. 6 ans plus tard, force est de constater que le pari africain de l'homme d'affaires britannique semble perdu. En proie à des difficultés financières depuis ses débuts, FastJet, basé à Dar es Salaam, a arrêté ses vols vers le Kenya en 2016, tout en continuant à opérer bon an mal an en Tanzanie, au Zimbabwe et au Mozambique. Mais fin juin dernier, la compagnie a averti qu'elle risquait de cesser ses activités. Et si début juillet, elle a réussi à obtenir in extremis 10 millions de dollars de ses actionnaires pour tenir jusqu'à fin décembre, sa survie à plus long terme est loin d'être assurée. Alors du coup, quelles sont les raisons de cet échec? Alors d'abord, FastJet n'a pas réussi à convaincre les gouvernements africains d'ouvrir leurs frontières à ces avions. Beaucoup d'entre eux sont arc-boutés dans leur volonté de protéger leur compagnie nationale, même si celles-ci volent souvent peu et mal et facturent leurs billets au prix fort. Alors que FastJet prévoyait d'ouvrir 2 plateformes, l'une à l'ouest du continent à Accra et l'autre à l'est à Dar es Salaam, il n'a finalement opté que pour la capitale tanzanienne, faute des garanties des régulateurs ouest-africains. La compagnie n'a aussi pas suffisamment adapté le modèle low-cost européen aux réalités africaines. Elle a choisi des avions trop grands qui ne pouvaient être rentables insuffisamment avec les volumes de passagers trop faibles du continent. Alors, faut-il pour autant se désespérer de l'émergence de compagnies offrant des billets abordables sur des liaisons régionales en Afrique? Alors certainement pas. D'abord, les compagnies à bas coût sont déjà une réalité en Afrique du Nord, où EasyJet, Ryanair ou encore Air Arabia se sont taillés des parts de marché considérables sur les liaisons vers l'Europe et le Moyen-Orient. En Afrique du Sud, Mango, la filiale de South African Airways ainsi que Kulula ont réussi leur décollage sur les lignes domestiques et régionales, profitant du nombre important de touristes qui transitent par Johannesburg. Ces compagnies expérimentées pourraient, à partir de leur plateforme au Maghreb, en Égypte et en Afrique du Sud, viser avec succès d'autres régions du continent et susciter des vocations en poussant les plus grandes compagnies du continent à créer leurs propres filiales low cost. Merci pour ce point, Christophe. Christophe Lebec, donc journaliste à Jeune Afrique. Merci. L'élection présidentielle malienne est suivie de près par les observateurs. Sur fond de discorde sur le fichier électoral, Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la francophonie, se dit très préoccupée. Elle indique suivre avec attention et encourage, je cite, un processus électoral consensuel et transparent. Et c'est donc la fin de cette première partie du journal. Et on reste au Mali. TV5 Monde vous fait vivre l'élection présidentielle. On retrouve à Bamako Nfante Minte. Et on retrouve demain un nouveau volet consacré à la présidentielle malienne. Fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.